Les 40 plus belles fables de La Fontaine. Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle. Avant loup, foi d'animal, intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Le lion et le rat de Jean de La Fontaine. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuves abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire ? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire Rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Le lièvre et la tortue de Jean de La Fontaine. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage, repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait, lorsque près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui cependant méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle,
Avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi, l'emporter. Et que serait-ce si vous portiez une maison? Le rat de ville et le rat des champs de Jean de La Fontaine. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs, d'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Ras en campagne aussitôt. Et le citadin de dire: achevons tout notre rôt. C'est assez, dit le rustique. Demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi. Mais rien ne vient m'interrompre, je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir que la crainte peut corrompre. Le loup et l'agneau de Jean de La Fontaine. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas en dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau. Je tette encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Les frelons et les mouches à miel de Jean de La Fontaine. À l'œuvre, on connaît l'artisan. Quelques rayons de miel 100 mètres se trouvèrent. Des frelons les réclamèrent. Des abeilles s'opposant, devant certaines guêpes, on traduisit la cause. Il était malaisé de décider la chose. Les témoins déposaient qu'autour de ces rayons, des animaux ailés, bourdonnants, un peu longs, de couleur fort tannée et tels que les abeilles, avaient longtemps paru. Mais quoi, dans les frelons, ces enseignes étaient pareilles. La guêpe, ne sachant que dire à ces raisons, fit enquête nouvelle, et pour plus de lumière, entendit une fourmilière. Le point n'en put être éclairci. De grâce, à quoi bon tout ceci? Dit une abeille fort prudente. Depuis tantôt 6 mois que la cause est pendante, nous voici comme au premier jour. Pendant cela, le miel se gâte. Il est temps désormais que le juge se hâte. N'a-t-il point assez léché l'ours? 100 ans de contredits et d'interlocutoires, et de fatras et de grimoires. Travaillons, les frelons et nous. On verra qui sait faire, avec un suc si doux, des cellules si bien bâties. Le refus des frelons fit voir que cet art passait leur savoir. Et la guêpe adjugea le miel à leur parti. Plût à Dieu qu'on réglât ainsi tous les procès, que des Turcs en cela l'ont suivi la méthode. Le simple sens commun nous tiendrait lieu de code. Il ne faudrait point tant de frais. Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge, on nous mine par des longueurs. On fait tant, à la fin,
que l'huître est pour le juge, les écailles pour les plaideurs. Le pot de terre et le pot de fer de Jean de La Fontaine. Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que sage de garder le coin du feu. Car il lui fallait si peu, que la moindre chose de son débris serait cause. Il n'en reviendrait morceau. Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert, repartit le pot de fer. Si quelque matière dure vous menace d'aventure, entre deux je passerai, et du coup vous sauverai. Cette offre le persuade. Pot de fer, son camarade, se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont à trois pieds, clopin-clopant comme ils peuvent, l'un contre l'autre jetés au moindre hoquet qu'ils treuvent. Le pot de terre en souffre. Il n'eut pas fait 100 pas que par son compagnon il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces pots. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf de Jean de La Fontaine. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni. M'y voici donc, point du tout. M'y voilà, vous n'en approchez point. » La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Les deux mulets de Jean de La Fontaine. Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. Quand, l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percer de coups. Il gémit, il soupire. « Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis? Ce mulet qui me suit, du danger se retire, et moi j'y tombe, et je péris. » « Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier, comme moi, tu ne serais pas si malade. » Le chêne et le roseau de Jean de La Fontaine. Le chêne un jour dit au roseau: « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. » « Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin.
Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts, et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Le curé et le mort de Jean de La Fontaine. Un mort s'en allait tristement, s'emparer de son dernier gîte. Un curé s'en allait gaiement, enterrer ce mort au plus vite. Notre défunt était en carrosse porté, bien et dûment empaqueté, et vêtu d'une robe, hélas, qu'on nomme bière. Robe d'hiver, robe d'été, que les morts ne dépouillent guère. Le pasteur était à côté, et récitait à l'ordinaire maintes dévotes oraisons. Et des psaumes et des leçons, et des versets et des répons. Monsieur le mort, laissez-nous faire, on vous en donnera de toutes les façons, il ne s'agit que du salaire. Messire Jean Chouart couvait des yeux son mort, comme si l'on eût dû lui ravir ce trésor, et des regards semblaient lui dire « Monsieur le mort, j'aurai de vous, tant en argent et tant en cire, et tant en autres menus coups. » Il fondait là-dessus l'achat d'une feuillette, du meilleur vin des environs. Certaine nièce assez propette, et sa chambrière paquette, devait avoir des cotillons. Sur cette agréable pensée, un heurt survient. Adieu le char. Voilà messire Jean Chouart qui du choc de son mort a la tête cassée. Le paroissien en plomb entraîne son pasteur. Notre curé suit son seigneur. Tous deux s'en vont de compagnie. Proprement toute notre vie est le curé Chouart qui sur son mort comptait, et la fable du pot au lait. Le chat, la belette et le petit lapin de Jean de La Fontaine. Du palais d'un jeune lapin, dame Belette un beau matin s'empara, c'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour, qu'il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeanne au lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. « Ô dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. « Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, où je vais avertir tous les rats du pays. » La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui de père en fils l'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage ? Or, bien sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Groby. C'était un chat vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatte-mythe, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pour juge l'agrée, les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippe Minot leur dit « Mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause. » L'un et l'autre approcha, ne craignant nulle chose. Aussitôt qu'à portée il vit les contestants, Grippe Minot, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. La jeune veuve de Jean de La Fontaine. La perte d'un époux ne va point sans soupir. On fait beaucoup de bruit, et puis on se console. Sur les ailes du temps la tristesse s'envole. Le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année
et la veuve d'une journée. La différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne. L'une fait fuir les gens, et l'autre a mille attraits. Aux soupirs vrais ou faux, celle-là s'abandonne. C'est toujours même note et pareil entretien. On dit qu'on est inconsolable, on le dit mais il n'en est rien, comme on verra par cette fable, ou plutôt par la vérité. L'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. À ses côtés, sa femme lui criait « Attends-moi, je te suis, et mon âme, aussi bien que la tienne, est prête à s'envoler. » Le mari fait seul le voyage. La belle avait un père, homme prudent et sage. Il laissa le torrent couler. À la fin, pour la consoler, « Ma fille, lui dit-il, c'est trop versé de larmes. Qu'a besoin le défunt que vous noyez vos charmes? Puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts. Je ne dis pas que tout à l'heure, une condition meilleure change en des noces ses transports. Mais après certain temps, souffrez qu'on vous propose un époux, beau, bien fait, jeune et tout autre chose que le défunt. Ah, dit-elle aussitôt, un cloître est l'époux qu'il me faut. Le père lui laissa digérer sa disgrâce. 1 mois de la sorte se passe. L'autre mois, on l'emploie à changer tous les jours, quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure. Le deuil sert enfin de parure, en attendant d'autres atours. Toute la bande des amours revient au colombier. Les jeux, les ris, la danse ont aussi leur tour à la fin. On se plonge soir et matin dans la fontaine de jouvence. Le père ne craint plus ce défunt tant chéri. Mais comme il ne parlait de rien à notre belle, « Où donc est le jeune mari que vous m'avez promis ?» dit-elle. Le paysan du Danube de Jean de La Fontaine. Il ne faut point juger des gens sur l'apparence. Le conseil en est bon, mais il n'est pas nouveau. Jadis, l'erreur du souriceau me servit à prouver le discours que j'avance. J'ai pour le fonder à présent le bon Socrate, Ésope et certains paysans des rives du Danube, hommes dont Marc Aurèle nous fait un portrait fort fidèle. On connaît les premiers, quant à l'autre, voici le personnage en raccourci. Son menton nourrissait une barbe touffue, toute sa personne velue représentait un ours, mais un ours mal léché. Sous un sourcil épais, il avait l'œil caché, le regard de travers, nez tortu, grosses lèvres, portait saillon de poils de chèvre et ceinture de jonc marin. Cet homme ainsi bâti fut député des villes que lave le Danube. Il n'était point d'asile où l'avarice des Romains ne pénétrât alors et ne portât les mains. Le député vint donc et fit cette harangue. « Romains, et vous Sénat assis pour m'écouter, je supplie avant tous les dieux de m'assister. Veuillent les immortels conducteurs de ma langue que je ne dise rien qui doive être repris. Sans leur aide il ne peut entrer dans les esprits que tout mal et toute injustice. Faute d'y recourir, on viole leurs lois. Témoins, nous que punit la romaine avarice. Rome est par nos forfaits, plus que par ses exploits, l'instrument de notre supplice. Craignez, Romains, craignez que le ciel, quelque jour, ne transporte chez vous les pleurs et la misère, et mettant en nos mains par un juste retour les armes dont se sert sa vengeance sévère, il ne vous fasse en sa colère nos esclaves à votre tour. Et pourquoi sommes-nous les vôtres? Qu'on me dit, en quoi vous valez mieux que 100 peuples divers? Quel droit vous a rendu maître de l'univers? Pourquoi venir troubler une innocente vie? Nous cultivions en paix d'heureux champs, et nos mains étaient propres aux arts ainsi qu'au labourage. Qu'avez-vous appris aux Germains? Ils ont l'adresse et le courage. S'ils avaient eu l'avidité, comme vous, et la violence, peut-être en votre place ils auraient la puissance, et sauraient en user sans inhumanité. Celle que vos prêteurs ont sur nous exercée n'entre qu'à peine en la pensée. La majesté de vos autels, elle-même en est offensée. Car sachez que les immortels ont les regards sur nous. Grâce à vos exemples, ils n'ont devant les yeux que des objets d'horreur, de mépris d'eux et de leur temple, d'avarice qui va jusque à la fureur. Rien ne suffit aux gens qui nous viennent de Rome. La terre et le travail de l'homme font pour les assouvir des efforts superflus. Retirez-les, on ne veut plus,
cultiver pour eux les campagnes. Nous quittons les cités, nous fuyons aux montagnes, nous laissons nos chères compagnes. Nous ne conversons plus qu'avec des ours affreux, découragés de mettre au jour des malheureux, et de peupler pour Rome un pays qu'elle opprime. Quant à nos enfants déjà nés, nous souhaitons de voir leur jour bientôt borné. Vos prêteurs au malheur nous font joindre le crime. Retirez-les, ils ne nous apprendront que la mollesse et que le vice. Les Germains comme eux deviendront, gens de rapine et d'avarice. C'est tout ce que j'ai vu dans Rome à mon abord. N'a-t-on point de présent à faire, point de pourpre à donner? C'est en vain qu'on espère quelque refuge aux lois. Encore leur ministère a-t-il 1000 longueurs? Ce discours, un peu fort, doit commencer à vous déplaire. Je finis, punissez de mort, une plainte un peu trop sincère. À ces mots, ils se couchent et chacun étonné, admire le grand cœur, le bon sens, l'éloquence, du sauvage ainsi prosterné. On le créa patrice, et ce fut la vengeance, qu'on crut qu'un tel discours méritait. On choisit d'autres prêteurs, et par écrit, le Sénat demanda ce qu'avait dit cet homme, pour servir de modèle aux parleurs à venir. On ne sut pas longtemps à Rome cette éloquence entretenir. Le loup et le chien de Jean de La Fontaine. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontra un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup l'eût fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint, qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi, rien d'assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit, que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiants, flatter ceux du logis, à son maître complaire. Moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce là? Lui dit-il. Rien. Quoi, rien? Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché? Dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit, et court encore. Les oreilles du lièvre de Jean de La Fontaine. Un animal cornu blessa de quelques coups le lion, qui, plein de courroux, pour ne plus tomber en la peine, bannit des lieux de son domaine toute bête portant des cornes à son front. Chèvres, béliers, taureaux aussitôt délogèrent, daims et cerfs de climat changèrent, chacun à s'en aller fut prompt. Un lièvre, apercevant l'ombre de ses oreilles, craignit que quelque inquisiteur n'allât interpréter à cornes leur longueur, ne les soutint en tout à des cornes pareilles. Adieu, voisin grillon, dit-il, je pars d'ici. Mes oreilles enfin seraient cornes aussi, et quand je les aurais plus courtes qu'une autruche, je craindrais même encore. Le grillon repartit. Cornes cela, vous me prenez pour cruche, ce sont oreilles que Dieu fit. On les fera passer pour cornes, dit l'animal craintif, et cornes de licorne. J'aurais beau protester, mon dire et mes raisons iront aux petites maisons. Les deux coqs de Jean de La Fontaine. Deux coqs vivaient en paix. Une poule survint, et voilà la guerre allumée.
Amour, tu perdis Troie, et c'est de toi que vint cette querelle envenimée, où du sang des dieux même on vit le Xanthe teint. Longtemps entre nos coqs le combat se maintint, le bruit s'en répandit par tout le voisinage. La gent qui porte crête au spectacle accourut. Plus d'une hélène au beau plumage fut le prix du vainqueur, le vaincu disparut. Il alla se cacher au fond de sa retraite, pleura sa gloire et ses amours. Ces amours qu'un rival tout fier de sa défaite possédait à ses yeux. Il voyait tous les jours cet objet rallumer sa haine et son courage. Il aiguisait son bec, battait l'air et ses flancs, et s'exerçant contre les vents, s'armait d'une jalouse rage. Il n'en eut pas besoin. Son vainqueur sur les toits s'alla percher et chanter sa victoire. Un vautour entendit sa voix. Adieu les amours et la gloire. Tout cet orgueil périt sous l'ongle du vautour. Enfin, par un fatal retour, son rival autour de la poule s'en revint faire le coquet. Je laisse à penser quel caquet, car il eut des femmes en foule. La fortune se plaît à faire de ses coups. Tout vainqueur insolent à sa perte travaille. Défions-nous du sort, et prenons garde à nous, après le gain d'une bataille. La laitière et le pot au lait de Jean de La Fontaine. Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court-vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent. Achetait 102, faisait triple couvée, la chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était quand je lus de grosseur raisonnable. J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette là-dessus saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu veau, vache, cochon, couvée. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battue. Le récit en farce en fut fait, on l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait châteaux en Espagne? Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes, tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon peuple m'aime, les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis Gros-Jean, comme devant. L'ivrogne et sa femme de Jean de La Fontaine. Chacun a son défaut, où toujours il revient. Honte, ni peur, ni remédie. Sur ce propos, d'un conte il me souvient. Je ne dis rien que je n'appuie de quelque exemple. Un suppôt de Bacchus altérait sa santé, son esprit et sa bourse. Tels gens n'ont pas fait la moitié de leur course qu'ils sont au bout de leurs écus. Un jour que celui-ci, plein du jus de la treille, avait laissé ses sens au fond d'une bouteille, sa femme l'enferma dans un certain tombeau. Là, les vapeurs du vin nouveau cuvèrent à loisir. À son réveil, il treuve l'attirail de la mort alentour de son corps. Un luminaire, un drap des morts. « Oh, dit-il, qu'est ceci? Ma femme est-elle veuve ?» Là-dessus son épouse, en habit d'alecton, masquée et de sa voix contrefaisant le ton, vient au prétendu mort, approche de sa bière, lui présente un chaud d'eau propre pour Lucifer. L'époux alors ne doute en aucune manière qu'il ne soit citoyen d'enfer. « Quelle personne es-tu »
dit-il à ce fantôme. La cellérière du royaume de Satan, reprit-elle, et je porte à manger à ceux qu'enclôt la tombe noire. Le mari repart sans songer. Tu ne leur portes point à boire? Le renard et la cigogne de Jean de La Fontaine. Compère le renard se mit un jour en frais, et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant pour toute besogne avait un brouet clair, il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette, et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. La lionne et l'ours de Jean de La Fontaine. Mère lionne avait perdu son faon. Un chasseur l'avait pris. La pauvre infortunée poussait un tel rugissement que toute la forêt était importunée. La nuit ni son obscurité, son silence et ses autres charmes, de la reine des bois n'arrêtaient les vacarmes. Nul animal n'était du sommeil visité. L'ours enfin lui dit : « Ma commère, un mot sans plus. Tous les enfants qui sont passés entre vos dents, n'avaient-ils ni père ni mère ? Ils en avaient. S'il est ainsi, et qu'aucun de leurs morts n'ait nos têtes rompues, si tant de mères se sont tues, que ne vous taisez vous aussi ? Moi me taire, moi malheureuse. Ah, j'ai perdu mon fils. Il me faudra traîner une vieillesse douloureuse. Dites-moi, qui vous force à vous y condamner ? Hélas, c'est le destin qui me hait. Ces paroles ont été de tout temps en la bouche de tous. Misérable humain, ceci s'adresse à vous. Je n'entends raisonner que des plaintes frivoles. Quiconque en pareil cas se croit haï des cieux, qu'il considère écube, il rendra grâce aux dieux. La génisse, la chèvre et la brebis, en société avec le lion, de Jean de La Fontaine. La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société, dit-on, au temps jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre, un cerf se trouva pris. Vers ses associés aussitôt, elle envoie. Venu, le lion par ses ongles compta, et dit : « Nous sommes 4 à partager la proie. » Puis, en autant de parts, le cerf il dépeça, prit pour lui la première en qualité de sire. « Elle doit être à moi, dit-il, et la raison, c'est que je m'appelle Lion. À cela, l'on n'a rien à dire. La seconde par droit me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord. » Le cocher, le chat et le souriceau de Jean de La Fontaine. Un souriceau tout jeune et qui n'avait rien vu fut presque pris au dépourvu. Voici comment il conta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les monts qui bornent cet état et trottais comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière, lorsque 2 animaux m'ont arrêté les yeux.
l'un doux, bénin et gracieux, et l'autre turbulent et plein d'inquiétude. Il a la voix perçante et rude, sur la tête un morceau de chair, une sorte de bras dont il s'élève en l'air comme pour prendre sa volée, la queue en panache étalée. Or c'était un cochet dont notre souriceau fit à sa mère le tableau, comme d'un animal venu de l'Amérique. Il se battait, dit-il, les flancs avec ses bras, faisant tel bruit et tel fracas, que moi, qui grâce au Dieu de courage me pique, en ai pris la fuite de peur, le maudissant de très bon cœur. Sans lui, j'aurais fait connaissance avec cet animal qui m'a semblé si doux. Il est velouté comme nous, marqueté, longue queue, une humble contenance, un modeste regard, et pourtant l'œil luisant. Je le crois fort sympathisant avec messieurs les rats, car il a des oreilles en figure aux nôtres pareilles. Je l'allais aborder, quand d'un son plein d'éclat, l'autre m'a fait prendre la fuite. Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat, qui sous son minois hypocrite, contre toute ta parenté, d'un malin vouloir est porté. L'autre animal, tout au contraire, bien éloigné de nous malfaire, servira quelques jours peut-être à nos repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger des gens sur la mine. L'hirondelle et les petits oiseaux de Jean de La Fontaine. Une hirondelle en ses voyages avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celle-ci prévoyait jusqu'aux moindres orages, et devant qu'ils fussent éclos, les annonçait aux matelots. Il arriva qu'au temps que la chanvre se sème, elle vit un manant en couvrir maints sillons. Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux oisillons. Je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je saurais m'éloigner ou vivre en quelque coin. Voyez-vous cette main qui par les airs chemine? Un jour viendra, qui n'est pas loin, que ce qu'elle répand sera votre ruine. De là naîtront engins à vous envelopper, et lacets pour vous attraper. Enfin maintes et maintes machines qui causera dans la saison votre mort ou votre prison, gare la cage ou le chaudron. C'est pourquoi, leur dit l'hirondelle, mangez ce grain et croyez-moi. Les oiseaux se moquèrent d'elle, ils trouvaient au champ trop de quoi. Quand la chenevière fut verte, l'hirondelle leur dit, arrachez brin à brin ce qu'a produit ce mauvais grain, ou soyez sûrs de votre perte. Prophète de malheur, babillarde, dit-on, le bel emploi que tu nous donnes. Il nous faudrait 1000 personnes pour éplucher tout ce canton. La chanvre étant tout à fait crue, l'hirondelle ajouta, ceci ne va pas bien, mauvaise graine est au venue. Mais puisque jusqu'ici l'on ne m'a cru en rien, dès que vous verrez que la terre sera couverte et qu'à leur blé, les gens n'étant plus occupés, feront aux oisillons la guerre. Quand Réginglet et Réseau attraperont petits oiseaux, ne volez plus de place en place. Demeurez au logis ou changez de climat. Imitez le canard, la grue et la bécasse. Mais vous n'êtes pas en état de passer comme nous les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres mondes. C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous enfermer au trou de quelques murs. Les oisillons, las de l'entendre, se mirent à jaser aussi confusément que faisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche seulement. Il en prit aux uns comme aux autres, maint oisillon se vit esclave retenu. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres, et ne croyons le mal que quand il est venu. Le renard et les raisins de Jean de La Fontaine. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait atteindre, « Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. » Fit-il pas mieux que de se plaindre?
Le dragon a plusieurs têtes et le dragon a plusieurs queues, de Jean de La Fontaine. Un envoyé du grand seigneur préférait, dit l'histoire, un jour chez l'empereur, les forces de son maître à celles de l'Empire. Un Allemand se mit à dire « Notre prince a des dépendants qui de leurs chefs sont si puissants que chacun d'eux pourrait soudoyer une armée. » Le Chiaou, homme de sens, lui dit « Je sais par renommée ce que chaque électeur peut de monde fournir. Et cela me fait souvenir d'une aventure étrange et qui pourtant est vraie. J'étais en un lieu sûr lorsque je vis passer les 100 têtes d'une hydre au travers d'une haie. Mon sang commence à se glacer et je crois qu'à moins on s'effraie. Je n'en eus toutefois que la peur sans le mal. Jamais le corps de l'animal ne put venir vers moi ni trouver d'ouverture. Je rêvais à cette aventure quand un autre dragon qui n'avait qu'un seul chef et bien plus d'une queue à passer se présente. Me voilà saisi d'air chef, d'étonnement et d'épouvante. Ce chef passe, et le corps, et chaque queue aussi. Rien ne les empêcha, l'un fit chemin à l'autre. Je soutiens qu'il en est ainsi de votre empereur et du nôtre. Les voleurs et l'âne, de Jean de La Fontaine. Pour un âne enlevé, 2 voleurs se battaient. L'un voulait le garder, l'autre voulait le vendre. Tandis que coup de poing trottait et que nos champions songeaient à se défendre, arrive un 3e larron qui saisit maître Aliboron. L'âne, c'est quelquefois une pauvre province. Les voleurs sont tel ou tel prince, comme le Transylvain, le Turc et le Hongrois. Au lieu de 2, j'en ai rencontré 3. Il est assez de cette marchandise. De nul d'eux n'est souvent la province conquise. Un quart voleur survient qui les accorde net en se saisissant du baudet. La mort et le bûcheron, de Jean de La Fontaine. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le fait du fagot aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesants et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleur, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois, et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort, elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois. Tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. L'enfant et le maître d'école, de Jean de La Fontaine. Dans ce récit, je prétends faire voir, d'un certain sot, la remontrance vaine. Un jeune enfant dans l'eau se laissa choir, en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouva, dont le branchage, après Dieu, le sauva. C'est en pris, dis-je, aux branches de ce saule. Par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant lui crie « Au secours, je péris !» Le magister, se tournant à ses cris, d'un ton fort grave à contretemps s'avise, de le tancer. « Ah, le petit babouin !»« Voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise. Et puis prenez de tels fripons le soin. Que les parents sont malheureux, qu'il faille toujours veiller à semblables canailles. Qu'ils ont de maux et que je plains leur sort. » Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des 3 fait un peuple fort grand. Le Créateur en a béni l'engeance. En toute affaire, ils ne font que songer aux moyens d'exercer leur langue. Hé, mon ami, tire-moi de danger.
Tu feras après ta harangue. Le coq et la perle de Jean de La Fontaine. Un jour un coq détourna une perle qu'il donna au beau premier lapidaire. Je la crois fine, dit-il, mais le moindre grain de mil serait bien mieux mon affaire. Un ignorant hérita d'un manuscrit qu'il porta chez son voisin le libraire. Je crois, dit-il, qu'il est bon, mais le moindre ducaton serait bien mieux mon affaire. Le renard et le bouc de Jean de La Fontaine. Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami Bouc des plus hauts encornés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc : « Que ferons-nous, compère ? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut, et tes cornes aussi. Mets-les contre le mur. Le long de ton échine, je grimperai premièrement. Puis sur tes cornes mets le vent, à l'aide de cette machine, de ce lieu-ci je sortirai. Après quoi, je t'en tirerai. Par ma barbe, dit l'autre, il est bon, et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. Le renard sort du puits, laisse son compagnon, et vous lui fait un beau sermon pour l'exhorter à patience. Si le ciel tue, dit-il, donné par excellence, autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas, à la légère, descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer, et fais tous tes efforts, car, pour moi, j'ai certaine affaire qui ne me permet pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. Le petit poisson et le pêcheur de Jean de La Fontaine. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau, qui n'était encore que fretin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre carpillon lui dit en sa manière : « Que ferez-vous de moi ? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous en faut chercher, peut-être encore 100 de ma taille, pour faire un plat. Quel plat ? Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille. Eh bien soit, repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui fête le prêcheur, vous irez dans la poêle, et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Le laboureur et ses enfants de Jean de La Fontaine. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor.
La colombe et la fourmi de Jean de La Fontaine. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe, quand sur l'eau se penchant, une fourmi y tombe. Et dans cet océan l'on eût vu la fourmi s'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve, et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot, et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer mon villageois s'apprête, la fourmi le pique au talon. Le vilain retourne la tête, la colombe l'entend, part et tire de long. Le souper du croquant avec elle s'envole. Point de pigeon pour une obole. Le coche et la mouche de Jean de La Fontaine. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, 6 forts chevaux tiraient un coche. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. L'attelage suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient, et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement. Pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine, s'assied sur le timon, sur le nez du cocher. Aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, elle s'en attribue uniquement la gloire. Va, viens, fait l'empressé. Il semble que ce soit un sergent de bataille allant en chaque endroit faire avancer ses gens et hâter la victoire. La mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agit seule et qu'elle a tout le soin, qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'affaire. Le moine disait son bréviaire, il prenait bien son temps. Une femme chantait, c'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. Dame Mouche s'en va chanter à leurs oreilles, et fait 100 sottises pareilles. Après bien du travail, le coche arrive au haut. Respirons maintenant, dit la mouche aussitôt. J'ai fait tant que nos gens sont enfin dans la plaine. Ça, messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine. Ainsi certaines gens, faisant les empressés, s'introduisent dans les affaires. Ils font partout les nécessaires, et, partout importuns, devraient être chassés. Le héron de Jean de La Fontaine. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait 1000 tours avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tout s'approchait du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre, qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas, il s'attendait à mieux, et montrait un goût dédaigneux comme le rat du bon Horace. Moi des tanches, dit-il, moi héron que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on? La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, au Dieu ne plaise. Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit, il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles, les plus accommodants ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humains, un autre conte. Vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons. Les 2 pigeons de Jean de La Fontaine. 2 pigeons s'aimaient d'amour tendre.
l'un d'eux s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. L'autre lui dit : « Qu'allez-vous faire ? Voulez-vous quitter votre frère ? » L'absence est le plus grand des maux, non pas pour vous, cruel. Au moins que les travaux, les dangers, les soins du voyage changent un peu votre courage. Encore si la saison s'avançait davantage. Attendez les zéphyrs. Qui vous presse ? Un corbeau tout à l'heure annonçait malheur à quelque oiseau. Je ne songerai plus que rencontre funeste, que faucon, que réseau. Hélas, dirais-je, il pleut. Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut ? Bon souper, bon gîte, et le reste ? Ce discours ébranla le cœur de notre imprudent voyageur. Mais le désir de voir et l'humeur inquiète l'emportèrent enfin. Il dit : « Ne pleurez point. 3 jours au plus rendront mon âme satisfaite. Je reviendrai dans peu conter de point en point mes aventures à mon frère. Je le désennuierai. Quiconque ne voit guère n'a guère à dire aussi. Mon voyage dépeint vous sera d'un plaisir extrême. Je dirai : j'étais là, telle chose m'avint. Vous y croirez être vous-même. » À ces mots, en pleurant, ils se dirent adieu. Le voyageur s'éloigne, et voilà qu'un nuage l'oblige de chercher retraite en quelques lieues. Un seul arbre s'offrit, tel encore que l'orage maltraita le pigeon en dépit du feuillage. L'air devenu serein, il part tout morfondu, sèche du mieux qu'il peut son corps chargé de pluie. Dans un champ à l'écart, voit du blé répandu, voit un pigeon auprès, cela lui donne envie. Il y vole, il est pris. Ce blé couvrait d'un lacs les menteurs et traîtres appâts. Le lacs était usé, si bien que de son aile, de ses pieds, de son bec, l'oiseau le rompt enfin. Quelque plume y périt, et le pis du destin fut qu'un certain vautour à la serre cruelle vit notre malheureux qui, traînant la ficelle et les morceaux du lacs qu'il avait attrapés, semblait un forçat échappé. Le vautour s'en allait le lier, quand des nus font à son tour un aigle aux ailes étendues. Le pigeon profita du conflit des voleurs, s'envola, s'abattit auprès d'une masure, crut, pour ce coup, que ses malheurs finiraient par cette aventure. Mais un fripon d'enfant, cet âge est sans pitié, prit sa fronde et, du coup, tua plus d'à moitié la volatile malheureuse, qui, maudissant sa curiosité, traînant l'aile et tirant le pied, demi-morte et demi-boiteuse, droit au logis s'en retourna. Que bien, que mal, elle arriva sans autre aventure fâcheuse. Voilà nos gens rejoints, et je laisse à juger de combien de plaisir ils payèrent leur peine. Amants, heureux amants, voulez-vous voyager ? Que ce soit aux rives prochaines. Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. J'ai quelquefois aimé, je n'aurais pas alors, contre le Louvre et ses trésors, contre le firmament et sa voûte céleste, changer les bois, changer les lieux, honoré par les pas, éclairé par les yeux, de l'aimable et jeune bergère, pour qui, sous le fils de Cythère, je servis, engagé par mes premiers serments. Hélas, quand reviendront de semblables moments ? Faut-il que tant d'objets si doux et si charmants me laissent vivre au gré de mon âme inquiète ? Ah, si mon cœur osait encore se renflammer, ne sentirais-je plus de charme qui m'arrête ? Ai-je passé le temps d'aimer ? Les animaux malades de la peste de Jean de La Fontaine. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie, ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit : « Mes chers amis,
je crois que le ciel a permis, pour nos péchés, cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie aux traits du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi. Car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules vous font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez mouton, canaille, sotte espèce. Est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir, du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour, et dit « J'ai souvenance qu'en un pré de moines passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria haro sur le baudet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. La mort et le mourant de Jean de La Fontaine. La mort ne surprend point le sage, il est toujours prêt à partir, s'étant su lui-même avertir du temps où l'on se doit résoudre à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps, qu'on le partage en jours, en heures, en moments, il n'en est point qu'il ne comprenne dans le fatal tribut, tous sont de son domaine. Et le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière, est celui qui vient quelquefois fermer pour toujours leurs paupières. Défendez-vous par la grandeur, alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse. La mort ravit tout sans pudeur, un jour le monde entier accroîtra sa richesse. Il n'est rien de moins ignoré, et puisqu'il faut que je le dis, rien où l'on soit moins préparé. Un mourant qui comptait plus de 100 ans de vie se plaignait à la mort que précipitamment, elle le contraignait de partir tout à l'heure, sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir au moins. Est-il juste qu'on meure au pied levé, dit-il? Attendez quelque peu. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste à pourvoir un arrière-neveu. Souffrez qu'à mon logis j'ajoute encore une aile. Que vous êtes pressante, ô déesse cruelle! Vieillard, lui dit la mort, je ne t'ai point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience. Eh, n'as-tu pas 100 ans? Trouve-moi dans Paris 2 mortels aussi vieux. Trouve-m'en 10 en France. Je devais, se dis-tu, te donner quelque avis qui te disposât à la chose. J'aurais trouvé ton testament tout fait, ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait. Ne te donna-t-on pas des avis quand la cause, du marché et du mouvement, quand les esprits, le sentiment, quand tout faillit en toi? Plus de goût, plus d'ouïe, toute chose pour toi semble être évanouie. Pour toi, l'astre du jour prend des soins superflus,
tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir tes camarades, ou morts, ou mourants, ou malades. Qu'est-ce que tout cela? Qu'un avertissement? Allons, vieillard, et sans réplique. Il n'importe à la République que tu fasses ton testament.